Monsieur le comte, le vin blanc de Sauternes de votre cave, que vous avez eu la bonté de m'envoyer à Paris au commencement de l'année 1788, a été si bien approuvé des Américains qui y ont goûté, que je ne doute pas que mes compatriotes généralement ne le trouvent aussi conforme à leur goût. J'ai persuadé notre président, le général George Washington, d'en essayer un échantillon. Il vous en demande 30 douzaines, monsieur. Et moi, je vous en demande 10 douzaines pour moi-même. Ces quelques mots sont tirés d'une lettre manuscrite en date du 6 septembre 1790 de l'ambassadeur des États-Unis à la cour de Versailles, adressée au comte Lursalus, propriétaire d'un certain château d'Yquem. Or, si le nom de Lursalus n'évoquera très certainement rien au plus grand nombre d'entre vous, je pense que celui du diplomate américain devrait légitimement un peu plus vous parler, puisque cette missive fut rédigée de la main d'un certain Thomas Jefferson, principal contributeur de la Déclaration d'indépendance de 1776, troisième président des États-Unis d'Amérique, aussi fondateur de ce qui deviendra par la suite le Parti démocrate, et, accessoirement, planteur esclavagiste. Et si Washington et Jefferson étaient de fervents adorateurs d'Yquem, ils n'étaient point les seuls, puisque la famille Lursalus possédera l'une des plus belles clientèles de têtes couronnées venues de tous horizons, avec des amateurs tels que l'empereur Napoléon III, le tsar Alexandre II, l'empereur Meiji ou encore le roi Charles. Et si aujourd'hui le vin le plus réputé au monde reste la Romanée Conti, CF mon épisode précédent où je vous donnais mon avis sur ce joyau de pureté bourguignonne, il n'est pas insensé et outrancier d'affirmer que, pendant des lustres, le flacon le plus iconique et le plus onéreux n'était autre que le château d'Yquem. Et comme je sais malheureusement que les gros noms ça fait du clic et de la vue, j'ai décidé pour ce tout nouvel épisode de Ce vin qui m'a marqué de vous parler de mon expérience personnelle avec l'une des plus fabuleuses essences dorées du Sauternais, le château d'Yquem, Yquem pour les intimes. Si nous n'avons aucune idée du pourquoi du comment la propriété fut ainsi baptisée, on sait en revanche que sa mythologie est intimement liée à la famille Lursalus, au point qu'avant son rachat par LVMH, les bouteilles d'Yquem étaient toutes floquées de ce patronyme. Et pourtant, je ne rentrerai pas plus en profondeur que cela dans l'histoire et la généalogie de cette dynastie. N'étant pas atteint de Stéphane Bernie-Tégu, je n'ai pas spécialement envie de passer 10 minutes à vous parler de comtes, de comtesses et de mariages arrangés. J'évoquerai certains membres de la famille quand cela se justifiera réellement, mais cela s'arrêtera là. En préambule, sachez simplement que c'est en 1593 que Jacques Sauvage se voit octroyer les droits de tenure d'Yquem, et en 1785, suite à l'union de Françoise Joséphine de Sauvage d'Yquem avec Louis-Amédée de Lursalus, il bascule dans le giron de la famille susnommée. La vraie question, c'est plutôt pourquoi le château d'Yquem est-il aussi mythique et comment a-t-il réussi à devenir l'un des très rares vins d'élite connus du grand public? Instinctivement, le spectateur aguerri et donc abonné à Vinstache se dira que peut-être le château d'Yquem fut l'inventeur des vins sucrés. Au fond, cela n'aurait rien de bien déconnant. Dom Pérignon est mondialement réputé pour être le moine qui a créé le champagne. Même si bon, dans la réalité, on en reparlera très rapidement. Donc, pourquoi pas avec Yquem? Eh bien, c'est plus nuancé que cela, et je vais devoir vous donner un peu de contexte. Bon, normalement, je pense que des vins blancs avec une bouche s'exprimant sur la sucrosité, vous avez déjà dû en déguster quelques-uns. Que ce soit en Sauternes, en Barsac, en Jurançon, en Muscat de Frontignan, en Coteaux-du-Layon, ou même en Tocaille. Et autant je veux bien reconnaître que appréhender des notes olfactives dans le vin soit un apprentissage, autant pour le sucre, normalement, vous en mangez depuis très longtemps. Sauf si vous avez grandi dans la Creuse. Et vous savez reconnaître cette sensation en bouche. Sauf que les vins sucrés ne sont pas tous élaborés de la même manière. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose, mais l'été, lorsque le raisin mûrit, il va petit à petit se gorger en sucre. Or, ce sucre est absolument indispensable pour le vin, puisque lors de la fermentation alcoolique, les levures vont transformer le sucre en alcool. Il y a grosso modo 3 grands types de vins blancs sucrés. Les vins doux naturels, les vins moelleux et les vins liquoreux. Pour les vins doux naturels, parmi lesquels je pourrais vous citer les Moris, les Banyuls, les Muscats de Frontignan ou même encore les Muscats de Beaume de Venise, l'idée est simple. Lorsque le jus fermente et que le sucre se transforme en alcool, on va venir stopper cette fermentation en ajoutant de l'alcool neutre à 96% et d'origine vinique, donc issu de la distillation de marc, de lie ou tout simplement de vin. On va muter le mou, comme on dit dans le jargon.
Cet alcool neutre à 96% va venir tuer les levures qui vont donc arrêter de transformer les sucres en alcool. Il va donc rester des sucres dits résiduels qui donneront au vin doux naturel cette sensation sucrée. Maintenant, on va rentrer dans une partie un chouïa plus technique avec les moelleux et les liquoreux et vous m'excuserez, mais je vais me permettre de prendre quelques petits raccourcis afin de rendre la compréhension du spectateur néophyte plus aisée. Alors, légalement, et cela dépend du cahier des charges propre à chaque appellation, mais grosso modo, sont considérés comme moelleux les vins allant d'une dizaine de grammes de sucre par litre à 45 grammes de sucre par litre. Les vins liquoreux, eux, ont une teneur supérieure à 45 grammes. Pour les vins moelleux, deux manières d'obtenir une concentration en sucre. Soit on laisse les raisins mûrir tout en gardant un état sanitaire le plus sain possible, en clair, on pousse les maturités jusqu'à l'extrême limite, soit on laisse les raisins se passeriller. Le passerillage consistant à laisser les raisins se dessécher naturellement afin d'augmenter la concentration en sucre. Il peut être réalisé soit sur pied de vigne, comme à Jurançon ou en Afrique du Sud avec l'iconique vin de Constance, soit hors souche. L'exemple français le plus connu étant l'emblématique et fabuleux vin de paille du Jura, dont les grappes étaient historiquement surmûries, comme son nom l'indique, sur de la paille. Mais aujourd'hui, on utilise plutôt des claies, comme dans la Vénétie, avec les fameux Amarone della Valpolicella. Sono italiano! Pour ce qui est des vins liquoreux, le plus souvent, les raisins sont donc passerillés sur pied de vigne et botrytisés. Des grappes botrytisées étant des raisins attaqués par un champignon parasite appelé le Botrytis cinerea, du gréco-latin signifiant grappe de raisin cendré. Ce champignon, aussi appelé pourriture noble et qui apparaît selon certaines conditions climatiques, va avoir de nombreux effets sur les grappes, dont une intense concentration des sucres naturels. Pour plus d'informations, la Vintage Company vous invite à vous référer à son épisode « Il faut sauver le soldat Sauterne ». L'évolution sanitaire des raisins donnant des vins allant de moelleux à liquoreux est d'ailleurs très bien étayée dans ce document issu de chez Disneke, l'un des plus beaux domaines de Tokaj en Hongrie. Or, Yquem n'a rien inventé les techniques de surmaturation de raisins et de passerillage, puisqu'on sait que dès le 5e siècle avant JC, les Grecs buvaient un vin appelé saprien, dont on suppose qu'il était élaboré à partir de raisins charnus et mûrs, devenant flétris et gris. Cependant, une célèbre légende locale du Sauternais nous narre que ce serait le marquis Romain Bertrand de Lursalus qui, en 1847, revenant à Yquem tardant la saison d'automne après une partie de chasse en Russie, aurait découvert que ses vignes se seraient couvertes du fameux Botrytis cinerea / pourriture noble, donnant naissance par hasard à ce qui allait devenir l'un des vins les plus reconnus au monde. Le mythe est superbe, mais totalement infondé. D'une, les historiens affirment que, dès le milieu du XVIIe siècle, on a trace de récolte de vin blanc moelleux dans le Bordelais, et que les premières vignes qui en produisirent furent celles de Beaume et de Sauternes. De deux, on sait que, dès 1570, à Tokaj, fut posée sur papier la mention du terme Azu Celeebor. Ce qui amènera en 1737, par décret royal, à la délimitation de la toute première aire d'appellation mondiale, une AOC si vous préférez, celle de Tokaj et Yala. D'ailleurs, le Tokaj fait tellement partie de la fierté nationale hongroise qu'il est même cité dans la version longue de leur hymne. Tout ça pour vous dire qu'on suppose que le phénomène de botrytisation des raisins fut d'abord appliqué dans cette région de l'Europe de l'Est avant qu'il ne soit redécouvert à Sauternes grâce au microclimat fait de brumes matinales et d'après-midi chaudes et secs nées de la rencontre du Ciron et de la Garonne qui favorise l'apparition du champignon, là encore, se reporter à mon épisode 12. Alors tout ça c'est bien gentil Loïc Geoffrey de Vinstache, drôle de nom à particules, mais vas-tu enfin nous dire pourquoi la péripapéticienne de toi, le château d'Yquem est-il aussi renommé? Me rétorquerez-vous? À cela, 3 facteurs. Le premier, c'est évidemment une question de terroir. Alors oui, j'ai toujours un peu du mal à aborder la notion de terroir dans le Bordelais, puisque les châteaux girondins cherchent le plus souvent à élaborer un style, une signature maison, plutôt que de laisser le climat s'exprimer comme en Bourgogne. D'ailleurs, même Yquem est un vin d'assemblage, puisque né de plusieurs cépages, avec le sémillon qui domine, qui sont issus d'une sélection des meilleures grappes de Botrytis cinerea des différentes parcelles qui composent la propriété. Les vendangeurs cherchant surtout à récupérer les plus beaux raisins,
indépendamment de l'implantation géographique de ceux-ci. Et selon l'excellent ouvrage de Richard Olney sobrement intitulé Yquem, le botrytis étant assez aléatoire dans son développement, la propagation du champignon étant liée à des conditions météorologiques parfois capricieuses, et bien voici quelques exemples des proportions de vendanges finalement conservées pour élaborer le grand vin du château d'Yquem. La direction ayant volontairement fait le choix sur des années catastrophiques comme 1964 ou 1992, de ne pas embouteiller celui-ci. Bref, pour en revenir à la question du terroir, un jour, un vigneron me disait très justement que dans notre industrie, c'est comme dans l'immobilier, l'emplacement fait tout. Je pourrais rentrer dans des détails ultra techniques, comme la composition de la croupe d'un seul tenant d'Yquem, la pauvreté de sa couche arable, l'inclinaison des sols combinée aux graves qui permettent des meilleures conditions de drainage possibles, ou même encore les dosages en minéraux du sol de la propriété. Alors retenez juste qu'Yquem jouit d'une implantation rêvée pour le développement du botrytis. Ce que je voulais surtout mettre en avant comme second facteur, c'est qu'Yquem a été pionnier dans la découverte, la compréhension et la sublimation du botrytis cinerea, tout en étant avant-gardiste dans ce qui deviendront les us et coutumes commerciaux de toute une région. Et tout ça, Yquem le doit en très grande partie au génie de Françoise Joséphine de Sauvage d'Yquem, qui va connaître un destin digne de ce joyeux et réconfortant dessin animé qu'est Rémi sans famille, ou Princesse Sarah. Alors, certes, elle est née en 1768 avec une cuillère en argent dans la bouche, puisque fille unique de deux aristocrates bordelais propriétaires de château d'Yquem. Mais alors la suite... À 14 ans, elle attrape la petite vérole et frôle la mort. Son visage, grêlé par cette variole, l'handicapera socialement et l'isolera tout au long de son adolescence. 2 ans plus tard, elle perd sa mère, atteinte de la tuberculose. C'est pas son jour, dites donc. Et quelques mois plus tard, rebelote, c'est le padré qui casse sa pipe. C'est jamais son jour. À même pas 17 ans, elle est orpheline et propulsée chef d'Yquem. Par ses nobles origines, elle connaîtra, comme c'était de coutume en ces temps ancestraux, un mariage arrangé avec Louis-Amédée de Lursalus, mais qui, par chance, se révélera finalement être un beau mariage d'amour. Son époux la comblera en lui donnant 2 beaux enfants, mais en 1788, patatras, à cause d'une mauvaise chute à cheval, Louis-Amédée décède, et elle se retrouve veuve à 20 ans avec 2 mioches et le domaine à gérer. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Sous l'ère de la terreur, elle tirera 2 fois la carte chance. Aller en prison, ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 20 000 francs, puisque la mode de l'époque était à l'épuration des grandes fortunes de l'ex-régime monarchique. À peine sortie une seconde fois de cabane, sa petite fille de 6 ans mourra dans ses bras, emportée par la fièvre. Ça fait beaucoup là, non? Elle se retrouvera ensuite criblée de dettes à cause d'un emprunt contracté par sa belle famille à la feu cour de Versailles. Et, cerise sur le gâteau de merde, à 55 ans, elle perdra son petit dernier qui succombera de la grippe espagnole. J'ai envie de crever! Et pourtant la Josie, elle va rien lâcher. Avec sérieux, perfectionnisme et jusqu'au boutisme, elle va faire d'Yquem le fleuron de Sauternes. Elle va restructurer les parcelles du vignoble, être précurseur dans l'étude du botrytis cinerea et va, excusez du peu, définir une nouvelle norme de tri à la vendange, les tris successifs consistant, comme leur nom l'indique, à faire passer par vagues successives les vendangeurs aguerris dans les rangs de vignes afin de ne récolter que les raisins noblement botrytisés. Technique qui, aujourd'hui encore, est utilisée par les plus grands noms du vignoble. Elle va aussi être l'une des toutes premières à faire ériger un chai de vinification afin de maîtriser la totalité du process, des premiers pressurages jusqu'au vieillissement du vin. Vieillissement qui connaîtront eux aussi une véritable révolution. Si vous ne le savez pas, lors des élevages en barriques, à cause de ce que l'on appelle la part des anges, une partie des jus contenus dans les barriques s'évapore et il faut les re-remplir avec du vin afin d'éviter certains phénomènes comme l'oxydation prématurée. On va houiller, comme on dit dans le jargon. Or, à l'époque, on houillait avec des vins issus de la production d'autres domaines / d'autres paysans. Françoise-Joséphine de Sauvage d'Yquem sera la première à Sauternes à garder une barrique de sa propre production afin de remettre à niveau toutes les autres. Elle va aussi être précurseur en termes de packaging et d'étiquette, bref, elle aurait dû marquer l'histoire du vin tel un Dom Pérignon dont tous les professionnels savent qu'il fut l'inventeur du champagne. Mais comme cette gourgandine n'a rien trouvé de mieux que de naître avec une paire d'ovaires plutôt qu'avec une bonne grosse paire de
couille, eh bien elle est restée dans les tréfonds de l'histoire. Même sur le site officiel de la propriété, elle n'a droit qu'à 168 malheureux mots. Donc si vous le connaissez, vous direz au directeur ou à la directrice de la communication d'LVMH, actuel propriétaire d'Ikem, de se pencher sur le fabuleux ouvrage de Christelle Delassus, qui a été une source d'information prépondérante pour la rédaction de cet épisode. Parce qu'en plus d'avoir établi les codes de toute une région et de s'être penché très sérieusement sur l'étude du Botrytis cinerea, la Josie, et on en vient à mon troisième point de pourquoi Kikem c'est connu, elle va aussi être à la base de la stratégie de réseautage auprès des puissants qui fera la légende d'Ikem. Si, dès le milieu du XVIIe siècle, la noble famille sauvage va chercher à séduire une clientèle girondine bourgeoise et de bon goût, c'est vraiment sous l'impulsion du couple formé par Françoise Joséphine et Louis-Amédée de Lursalus que cet art de la courbette va être sublimé. Déjà à Versailles, où les prouesses d'armes de la noble famille Lursalus leur ouvriront les portes de la cour du roi. Ici, elle y rencontrera un ambassadeur de choix, l'une des figures incontournables de la diplomatie européenne d'alors, le cardinal de Bernice. De fil en aiguille, elle tissera son réseau jusqu'à attirer l'attention de Thomas Jefferson himself, dont je vous parlais en introduction, et qui deviendra, là encore, l'un des plus beaux propagandistes d'Ikem aux États-Unis, puisque convertissant George Washington à celui-ci. Cette ferveur et cette passion pour ses vins, elles les transmettront à son petit-fils Romain Bertrand de Lursalus, qui aura, lui aussi, un rôle prépondérant dans l'évangélisation des têtes couronnées à Ikem. C'est notamment sous sa tutelle et grâce aux liens étroits qu'il entretenait avec les tsars que le célèbre cru de Sauternes conquérera les plus belles tables russes. Et lorsque l'empereur Napoléon III demanda aux marchands et négociants d'élaborer le fameux classement de 1855 pour l'exposition universelle de Paris, les professionnels bordelais sélectionnèrent 27 crus pour les blancs liquoreux, tous issus de Sauternes et de Barsac. 15 furent érigés au rang de deuxième cru, 11 au rang de premier cru, et une seule propriété eut le suprême honneur d'être saluée premier cru supérieur. Ce château, vous vous en doutez, ne fut autre qu'Ikem. Ce qui est assez ironique quand on sait à quel point Françoise Joséphine de Sauvage d'Ikem détestait Napoléon, mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein, dans la vie, il n'y a pas de petit profit. La légende était née et elle scellera à jamais le statut de blanc des puissants d'Ikem pour les décennies et les siècles à venir. Et du coup, comment moi, Loïc Geoffrey, illustre gueux issu d'une noble lignée de paysans du Beaujolais, ai-je eu l'infime honneur de tremper mes lèvres dans un verre de château d'Ikem? Mon parcours estudiantin m'a amené à réaliser un apprentissage auprès du site ventealapropriété.com. Or, ventealapropriété.com ayant un positionnement assez haut de gamme, et comme les feux dirigeants étaient un brin des buveurs d'étiquettes, lors des repas de Noël d'entreprise, ils nous régalaient sur les gros noms. C'est ainsi que j'ai pu m'essayer à certains flacons mythiques, comme Comte de Tétinger, qui est juste la cuvée emblématique de ce mythe champenois, même si sur les 4 servis, 2 étaient bouchonnés. J'adore rire. Ou même encore que j'ai pu découvrir un Cos d'Estournel 2008 qui était de la planche de bois à l'état brut, des très beaux vins d'Albert Buxler, d'un Chambertin Grand Cru 2011 de chez Trappet, qui ne m'a pas plus marqué que cela. Mais là, moi et ma tronche de minet, nous sommes le 19 décembre 2014, et c'est la première fois que je vais déguster un château d'Ikem millésimé 1995. Année qui, pour les blancs liquoreux de Sauternes-Barsac, et de l'avis assez unanime de la presse, qualifié comme moyen plus. Robert Parker lui a accordé un 85 sur 100, ce qui pour lui est une note très moyenne. Bernard Burchi, président de l'association de la presse du vin, Michel, aère ton bureau. l'a récompensé 3 sur 5 pour le Figaro Vin. Quant au guide Béthane de Sauve, il fut un peu plus élogieux, puisque l'évaluant 16 sur 20. En toute honnêteté, avant de déguster, je n'avais aucune idée de la qualité de 95 pour les liquoreux. Par contre, ce que je connaissais parfaitement, c'était le tarif auquel on le proposait à l'époque sur le site, qui, de souvenir, avoisinait les 250 €. Et comme je gagnais 1250 € à l'époque, autant vous dire qu'un vin qui représentait un peu plus de 20% de mon salaire mensuel d'alors, j'en attendais monts et merveilles. Les sommeliers avaient eu le bon goût de nous le présenter en dessert plutôt qu'en entrée avec le foie gras, et vous savez, j'ai beau ne pas être dans le culte de l'étiquette, je dois bien reconnaître que voir débarquer ce flacon mythique, paré de sa plus belle robe ambrée et orné de sa plus belle couronne dorée, comme dirait l'autre, ça ne laisse pas indifférent. alors oui, je ne suis qu'au commencement de mon parcours initiatique dans le vin.
Oui, j'aurais préféré découvrir cette quille fantasmagorique dans l'intimité d'un salon avec ma bonne amie de l'époque. Oui, à ce moment-là, sa réputation de Châteauroy de Sauternes et unique premier cru supérieur me semble très pompeuse. Et oui, l'idée d'enrichir encore un peu plus Bernard Arnault me désole, mais merde, un verre de Château d'Yquem servi sur un plateau d'argent, ça ne se refuse pas. Et tel un gros puceau, je plonge mon nez dedans, avec ce mélange d'excitation et d'appréhension. Et là, Comme ça me fait bander. Je vous dis, ça me fait bander. Il s'est touché une fois, madame. c'était juste incroyable. On ne m'avait plus baisé comme ça depuis l'école primaire. Si vous me suivez, vous le savez, je suis le premier capable d'être dans la critique objective. Mais je ne vais pas m'amuser à dénigrer l'une de mes plus belles émotions dans le vin, juste pour jouer les poseurs. De tous les grands vins que nous avons dégustés ce jour-là, pour moi, il a clairement survolé la concurrence. Un bouquet opulent aux notes de pâte de fruits confits, avec une dominante d'orange bien mûre, mais aussi de l'ananas rôti, de la cire d'abeille, et cette impression de franchir le seuil d'un magasin d'épices. Au palais, cela gardait beaucoup de volume et de puissance, malgré ses presque 20 ans d'âge, avec de la sucrosité, mais sans lourdeur aucune, et avec beaucoup de fraîcheur. C'était finement gras et sirupeux, et la finale était d'une telle profondeur et d'une telle longueur. C'est simple, rien que de m'en remémorer, j'en ai la chair de poule. Et c'est pas uniquement parce qu'il fait 10 degrés dans mon studio au moment où j'enregistre, hein. Parce que je vous vois bien là derrière votre ordinateur à dire « Ouais, le père Rastache, il a tout le temps le nez rouge ». C'est pas uniquement à cause de la liche. Et, cerise sur le gâteau, l'année suivante, rebelote, ils nous ont resservi du Yquem, mais sur le millésime 96, et même si j'ai moins eu cet effet waouh de la découverte, cela restera là encore un très beau moment de dégustation. Du coup, la grande question que vous vous posez très certainement, c'est est-ce qu'Yquem vaut vraiment son prix? À l'époque, si vous m'aviez demandé juste après avoir trempé mes lèvres dedans, je vous aurais répondu d'un grand et sincère oui. Mais aujourd'hui, qu'on soit bien clair, je pardonne beaucoup plus facilement les tarifs salés pour les vins blancs liquoreux de Sauternes-Barsac. D'une, parce que ce sont des produits qui se vendent très mal ces dernières années. Avec certains domaines qui ont tenté des initiatives plus ou moins heureuses pour tenter de conjurer les mauvaises ventes. Coucou Château-Rieux Sec, ton millésime 2019, on dirait plus une bouteille sortie d'un set Playmobil qu'un flacon tendance signé par Pharrell Williams. De deux, parce que le Sauternais repose sur un fragile écosystème d'alternance entre le chaud et le froid. Certaines années ne connaissant pas les conditions nécessaires pour l'obtention d'une pourriture noble, et d'où le fait que, comme dit précédemment, Yquem n'ait été embouteillé certaines fois. Donc autant vous dire qu'avec la dérive climatique, on ne peut pas affirmer que les blancs liquoreux de la région auront un futur pérenne. De 3, les rendements sont absolument ridicules à Sauternes, puisque, tenez-vous bien, d'après le site d'Yquem, il faut un pied de vigne pour produire un verre d'Yquem. Pour information, le rendement moyen d'un grand cru classé, c'est du 10 à 15 hectolitres à l'hectare. Certains châteaux flirtant même avec les 7 hectolitres à l'hectare, ce qui est grosso modo la contenance d'un jacuzzi pour 3 personnes. Nonobstant, aujourd'hui, LVMH a la fâcheuse tendance de faire flamber les tarifs des domaines qu'il acquiert. L'un des derniers millésimes en date d'Yquem, le 2020, se négocie autour de 400 balles, soit 1,6 d'augmentation en 10 ans, ce qui est malheureusement la norme du marché des grands crus de Bordeaux et de Bourgogne. De même, je n'ai pas à l'instant T la même expérience et le même recul de la dégustation qu'en décembre 2014. Et si depuis j'ai pu m'essayer à d'autres très grands noms tels que le château Guiraud, qui est d'ailleurs un très proche voisin de notre intéressé du jour, Sigalas Rabot, Rieux Sec ou même encore le château Cailloux, il est évident que je ne nie pas la supériorité de ce maître étalon de l'appellation qu'est le château d'Yquem. Mais le fait est qu'à Barsac, l'autre appellation à partir de laquelle les crus classés sont issus, mais qui jouit d'une réputation bien moindre, j'ai pu découvrir des vins d'élite, comme ceux du château Coutet, et surtout ceux de Climens, dont je suis tombé éperdument amoureux. Il me serait bien impossible de vous faire une hiérarchie entre Climens et Yquem, puisque n'ayant pu les comparer sur les mêmes millésimes, mais mon ressenti c'est que pour moi, Yquem est plus dans l'opulence, l'onctuosité et l'abondance de fruits jaunes / fruits tropicaux, là où Climens est plus sur l'équilibre, la fraîcheur et les notes florales. Sauf qu'un Climens 2016 aujourd'hui ça se déniche autour de 80 €. Imaginons que demain je devienne papa et que je vais constituer une cave avec le millésime de naissance de mon petit ou de ma petite. Si vous me dites que pour le prix d'une bouteille d'Yquem, je peux avoir 5 bouteilles de Climens, mais je prends 5 bouteilles de Climens tous les jours. Oui, Yquem c'est immense et vous ne m'entendrez jamais dire le contraire. Mais à titre personnel, je ne pense pas que le différentiel de 320 € se retrouve en termes d'émotion et de dégustation.
Au fond, s'offrir Ikem, c'est accepter de faire le jeu de la consommation ostentatoire et de l'autosatisfaction personnelle. Celle de pouvoir se dire « je suis devenu quelqu'un » et j'ai bien assez travaillé durement ces dernières années pour avoir la vanité de m'offrir une bouteille d'un vin qui s'est inscrit dans l'histoire des puissants de ce monde. Je ne vous jetterai pas la pierre. Cela a parfois du bon d'avoir un peu d'orgueil. Surtout quand ce péché capital se matérialise sous cette forme. Allez les flambeurs et les flambeuses, à bientôt!